responsable du comité programmatique agriculture et donc qui a fait remonter dans le cadre de l'atelier les propositions. Et je rappelle aussi que tu es secrétaire fédéral pour la Seine-Maritime d'ailleurs. Merci. Bien. Alors, on va mettre les pieds dans le plat directement, puisque l'atelier a travaillé sur l'agriculture. Je n'aborderai pas les autres thèmes. Et peut-être modernité oblige, on va commencer par une introduction qu'on a eue sur ce dont on parle beaucoup, qui est l'agriculture biologique. Mais je voudrais rappeler que le thème central de notre atelier et la dénomination qu'on a donnée à notre thème, c'est une agriculture plus équilibrée. Donc, au fur et à mesure, on verra comment on peut équilibrer. Moi, je reviendrai sur cet article du Monde, vous l'avez peut-être lu il y a 2 mois, qui indiquait qu'il y avait 5000 exploitations nouvelles de type bio en France qui avaient vu le jour en 2018. C'est-à-dire 9% des fermes françaises certifiées bio, un espace cultivé, une surface agricole utilisée de 7,5% et 14% des emplois agricoles. Mais évidemment, l'agriculture biologique reste minoritaire. Elle comporte des risques pour les agriculteurs, des aléas, c'est une évidence, mais c'est une évidence aussi que c'est une réponse possible aux exigences écologiques, environnementales et alimentaires, et une réponse aux difficultés que rencontrent beaucoup d'exploitants. En matière de pollution, chacun le sait, le groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat avait évoqué que les émissions de gaz à effet de serre agricoles se montaient aux environs de 23% des émissions mondiales, la France se situant à peu près au même niveau, avec des conséquences néfastes en matière de biodiversité, avec les engrais de synthèse, les pesticides, pour les sols, l'eau, la consommation, et qu'on a à peu près actuellement 20% de nos sols qui sont en danger d'érosion. Alors, on s'est posé la question, que peut apporter l'agriculture biologique? D'abord, évidemment, un respect accru de la biodiversité et des écosystèmes. Pour les sols, je vais aller vite, on peut rentrer dans les détails après, absence d'intrants dangereux et destructeurs de la vie organique, une pratique des labours plus respectueuse, une polyculture, donc une réduction aussi de la spécialisation à outrance, les rotations allongées, les utilisations d'engrais plus naturels, pensez au lisier, à la fumure, bref, voilà. Pour les élevages d'animaux et leur nourriture, une accentuation des herbages, des recours aux aliments peut-être plus naturels, le co-farming, qui est important, de travailler ensemble sur des régions données, des services intra-exploitants, le non-recours le plus possible aux antibiotiques systématiques et autres produits chimiques, et enfin pour le consommateur, évidemment des produits de qualité nutritionnelle et en matière de sécurité alimentaire. Mais alors, on se pose la question, est-ce que l'agriculture biologique, par rapport à tout ça, est rentable? Et la question se pose-t-elle ainsi? Soyons précis, l'agriculture biologique a globalement un rendement moindre de celle conventionnelle, en moyenne 30 à 40% inférieur. Ce n'est pas exact sur toutes les régions. Par exemple, en Amérique du Sud, en Asie, on a une supériorité de certaines cultures biologiques par rapport aux autres. Et donc, c'est à prendre en compte. Pour être juste aussi, on doit rappeler que dans les bénéfices engrangés par l'agriculture conventionnelle, il faut aussi déduire ce qu'on n'a pas obligatoirement dans le bio, tout ce qui est charge lourde des entrants chimiques de synthèse et les dépenses élevées en semences répertoriées. Voilà. En plus, il est vrai aussi que la perte du bio en rentabilité peut être compensée par des prix plus rémunérateurs, un rapprochement privilégié entre producteurs et consommateurs, des circuits plus courts en filière également, et puis les collectivités qui peuvent mettre en place, on espère, avec plus d'efficacité, les zones agricoles protégées. Alors, est-ce qu'on doit aller, on pose la question, est-ce qu'on doit aller vers le tout bio? Est-ce raisonnable pour notre économie, notre population, celle de la planète? Et pour cela, est-ce qu'on doit sacrifier l'agriculture dite conventionnelle, y compris celle dite raisonnée? Parce que beaucoup
très extrémistes disent bah, même la raisonnée n'est pas valable, il faut la supprimer. Rappelons un petit peu qu'il faut garder raison et être pragmatique. Les radicaux sont connus pour ça. Rappelons-nous, comme le dit le GIEC également, parce qu'on appelait le GIEC sur les pollutions, mais le GIEC dit aussi que dans la seconde partie de ce siècle, vers 2050, on aura entre 8 à 11 milliards d'habitants et que les terres doivent demeurer productives. Il faut nourrir ces personnes. C'est-à-dire qu'il y aura un besoin accru de 70% de la production d'ici 2050. Et le bio a des rendements affichant jusqu'à 50% de moins qu'en conventionnel, notamment pour les grandes cultures céréalières. Le riz, le blé, le maïs, et j'en passe. Et puis enfin, dans certains pays africains, allons ailleurs, les sols sont tellement carencés, au départ, que sans un minimum de protection phytosanitaire, cette augmentation indispensable ne pourra être atteinte. En France même, quand on interroge les agriculteurs, nombreux sont ceux qui, malgré les engagements dans l'agriculture bio, leur détermination à agrandir cette place, à s'y convertir, eh bien, ils attirent l'attention sur la nécessité de maintenir certaines pratiques avec des intrants non agréés bio, mais qui permettent, sûrement en améliorant les choses, et les agriculteurs y travaillent, une utilisation plus raisonnée. Et parce que c'est le cas dans des régions au gel tardif. 2 minutes. Je voudrais que l'atelier puisse bien donner ses conclusions. Ce n'est pas toujours évident de le pratiquer. De même pour les semences. Beaucoup de bio se sont lancés vers les semences fermières paysannes, mais on a besoin aussi de semences hybrides qui puissent résister notamment à les périodes de chaleur et les canicules qu'on va avoir. Je fais juste un aparté. Franck Menonville, qui est un sénateur radical et qui est notre secrétaire national à l'agriculture, agriculteur lui-même, me disait la semaine dernière, avec les semences qu'il avait il y a 30 ans, 25 ans, il ne pourrait pas produire ce qu'il produit avec des qualités de panifiable, c'est-à-dire de qualité, y compris dans ce qu'il fait au niveau du pain. Voilà. Quelle politique préconiser ? Sur le plan, bien sûr, aller vers cette agriculture bio, bien entendu. Et on le fait dans le Bordelais aussi, avec la vigne franc de pied, qu'on essaye de développer actuellement. Sur le plan européen, il faut que l'Union européenne, qui s'est déjà engagée sur le... André, s'il te plaît. Je termine. Qui s'est déjà engagée sur le premier pilier et même le second pour un verdissement et des aides au développement rural et au bio. Au niveau national, il faut que les régions puissent pleinement avoir, au plus près des territoires, une des décisions plus avancées et de soutien au fait de se convertir, accroître grâce aux collectivités territoriales la place des circuits courts, revoir, et ça Nathalie Delatte, qui est notre sénatrice, a également agi en matière de transformation du droit rural et sur la transmission qu'il faut faciliter en matière agricole. Je finis 2 minutes. Non, on a dépassé, donc on va essayer d'être... On peut quand même faire la conclusion. Alors, allons-y pour 30 secondes. Parce que sinon, je suis redevable de tous les membres du militants radicaux qui ont travaillé là-dessus. André, voilà. S'il te plaît, on a un emploi du temps contraint, il faut respecter toutes les personnes qui sont ici. N'opposons pas les méthodes de culture les unes avec les autres. Et on va essayer de revenir justement aussi sur des politiques territoriales, comment ça résonne aujourd'hui, ces grands débats qui irriguent toute la société. Merci André. Et l'exercice est toujours compliqué. Tu restes avec nous justement pour pouvoir apporter tel ou tel élément. Mais première réaction de Jean-Yves Lébert. Alors moi j'ai un vrai...